Outre la qualité des hôpitaux, le nombre de patients, le talent et l'imminence de la faculté, ainsi que la diversité de l'enseignement, la formation médicale parisienne présentait deux autres avantages importants sur celle qui était dispensée aux États-Unis. Tous deux étaient presque exclusivement liés à la façon différente de voir les choses d'un pays à l'autre. Le premier est que les étudiants qui faisaient la tournée des services dans les hôpitaux parisiens avaient l'occasion de voir des femmes aussi bien que des hommes. Ce n'était pas le cas en Amérique, où la plupart des femmes eussent préféré mourir que de laisser un médecin, un homme, examiner leur corps. C'était là une délicatesse presque impossible à surmonter. Et de ce fait, bon nombre d'Américaines mouraient, tandis que les jeunes hommes qui étudiaient la médecine en Amérique avaient rarement l'occasion d'étudier l'anatomie féminine autrement que dans les livres. Tel n'était pas le cas en France. La française, au contraire, ne connaît pas cette sensibilité délicate. Elle n'hésite pas non seulement à décrire, mais aussi à permettre à son médecin de voir tout ce qui ne va pas, écrivit Augustus Gardner, chirurgien de Philadelphie, venu observer la pratique et la formation médicale à Paris. De ce point de vue, le médecin formé à Paris jouit d'avantages supérieurs à l'homme formé chez nous. La seconde grande différence tenait à l'abondance de cadavres à disséquer. Aux États-Unis, du fait des lois et de l'opinion publique, il était difficile, donc coûteux, de s'en procurer pour les études médicales. Le commerce des cadavres était demeuré illégal au Massachusetts jusqu'en 1831, ce qui dans le passé avait conduit bon nombre d'étudiants en médecine, dont le père de Mason Warren, à piller les tombes. La nouvelle législation du Massachusetts ne permettait que l'utilisation des corps inhumés aux frais de la collectivité, c'est-à-dire essentiellement le corps de personnes mortes en prison. L'État de New York aussi avait une loi de cette nature et d'autres, le Connecticut, le Maine, le New Hampshire, l'Illinois et le Tennessee devaient suivre. Dans le Sud, on s'accordait généralement à penser que, avec l'aval du propriétaire, le corps de tout esclave pouvait être disséqué. À Paris, il n'y avait pas le moindre préjugé contre la dissection. Dans les hôpitaux, même les patients à l'article de la mort, conscients de leur sort et sachant que les deux tiers des défunts finissaient dans les salles de dissection, ne semblaient pas s'en inquiéter. Hors des hôpitaux, en grande partie du fait des ravages de la maladie et de la pauvreté, les cadavres étaient aisément accessibles et bon marché, autour de 6 francs pour un adulte, moins encore pour un enfant. John Sanderson, après s'être trouvé une chambre au quartier latin, où il menait un peu une vie d'étudiant, près des hôpitaux, a décrit les charrettes qui arrivent et déposent une douzaine d'hommes et de femmes nus, comme on décharge une stère de bois sur la chaussée, afin de les distribuer aux salles de dissection. À l'amphithéâtre d'anatomie, rue d'Orléans, près de la Pitié, la livraison se faisait à midi. Wendell Holmes a raconté comment un étudiant suisse et lui se partagèrent les frais de leur sujet. Le soir venu, il l'avait découpé en petits bouts, toutes les parties du corps humain, nerfs, muscles, organes, vaisseaux sanguins, os et os pouvaient être étudiés. Et cela, insistait Holmes, n'était guère possible ailleurs qu'à Paris. L'amphithéâtre d'Allée était si vaste que 600 étudiants pouvaient officier en même temps dans une puanteur terrible. Auguste Gardner, le chirurgien de Philadelphie en visite à Paris, en a laissé une description saisissante. On peut voir ici l'étudiant zélé avec sa blouse souillée et sa tête couronnée d'un calot fantastique.
D'une main, il tient un scalpel, de l'autre, un traité d'anatomie. Il porte à la bouche un cigare dont les fumées toxiques, si délétères la plupart du temps, le rendent insensible à l'odeur de 20 corps en décomposition qui se putréfient autour de lui. Ici aussi, le savant chercheur se prépare à une difficile opération en rafraîchissant son anatomie, répétant son rôle dans la tragédie qui se jouera demain. Quant au sang et aux bouts de chair qui traînent par terre, il les considère comme un sculpteur les fragments de marbre autour de la statue inachevée. On se débarrasse des morceaux en les donnant à des chiens élevés dans des cages à l'extérieur. La dissection était suspendue en été. Avec la chaleur, les corps se décomposaient trop vite. Malgré tout, ce que le travail aux tables de dissection pouvait avoir de morbide et de déplaisant, la puanteur et la fumée, il valait infiniment mieux, chaque étudiant le mesurait, pratiquait sur les morts que sur les vivants. Si le travail était laborieux, c'est qu'ils avaient choisi une profession laborieuse. Il eût été difficile, il eût été assez facile à un Américain de renoncer et de rentrer au pays, mais rien n'indique qu'aucun d'eux l'ait fait. Pour les médecins, medicals, Paris n'était pas moins une source d'inspiration que pour les Américains venus écrire, peindre, étudier ou se pénétrer des idées dans d'autres domaines. À Paris, ils avaient le sentiment grisant de se trouver au cœur des choses. Tel est ce que Wendell Holmes essaya de faire partager à son père. Je n'ai jamais été aussi occupé de ma vie. La salle où nous suivons les cours contient près d'un millier d'étudiants et tous les jours, elle est pleine à craquer. Tout autour de l'école, les murs sont recouverts d'annonces de cours. Dans tous les grands hôpitaux résonne la voix des professeurs en cours. Les étudiants de tous horizons, sont rassemblés. Il ne se passe pas un jour, déclara James Jackson, sans que je gagne quelque chose de neuf en soi ou d'ancien avec une force renouvelée. Outre les hôpitaux et les cours, il y avait l'importante bibliothèque de l'école avec ses 30 000 volumes. En comparaison, la bibliothèque du College of Physicians and Surgeons de New York ne possédait que 1 200 volumes et celle de la Harvard Medical School encore moins. Il y avait aussi les expositions et les conférences renommées dans le monde entier du musée d'histoire naturelle, au Jardin des plantes. Un étudiant en médecine enthousiaste, Levin Joyce de Virginie, compara le dit musée à un grand buffet de savoir. Quel festin y est offert! Par la grâce de Dieu, vous n'aurez jamais lieu de vous repentir de m'avoir envoyé ici, écrivit à ses parents un Henry Bowditch reconnaissant. Comme Warren Holmes et divers autres étudiants en médecine, il se faisait un devoir de suivre également les cours en Sorbonne. Bowditch s'était lancé dans la médecine sans certitude d'être fait pour cette carrière. Quand il entra à la Harvard Medical School, ses doutes se mêlaient d'une répugnance à la pensée de certaines tâches tout aussi élémentaires qu'indispensables. Le changement s'était amorcé quand un instructeur d'anatomie à Harvard lui avait montré, lors d'une dissection, l'arrangement des muscles de l'avant-bras. Bowditch avait lui aussi un père illustre, l'astronome et mathématicien autodidacte Nathaniel Bowditch, qui en 1802, après avoir parcouru à la voile une bonne partie du monde, avait publié The New American Practical Navigator, qui le fit connaître dans le monde entier. Jeune homme bien élevé, à l'air intelligent, il était doué d'un grand sens de l'humour, travaillait dur et comprenait vite. La nausée qu'il avait pu éprouver à propos des dissections avait disparu de longue date.
Une fois en fin de journée, constatant qu'il y avait encore sur la table de dissection des choses qu'il voulait examiner, il fourra un poumon sous un chapeau et sortit sous les yeux du gardien. Il suivit son chemin à travers les rues jusqu'à ce que le sang se mit à goutter sur son visage. L'amitié de James Jackson fut une aubaine pour Bowditch. Jackson était le pionnier, le guide, celui qui, tout le monde en était sûr, devait marquer son temps. Jackson se consacre cœur et âme à la profession, écrivait-il. Je l'aime beaucoup. Jackson veilla à ce que Bowditch s'engageât dans la bonne voie, insistant tout particulièrement pour qu'il s'attache à Pierre-Louis. Si grande que fût l'admiration de Jackson pour l'éloquent Gabriel Andral, il en était arrivé à idolâtrer Louis, le maître de l'époque en matière de diagnostic. Jackson veilla à ce qu'il fût présenté à Louis et put suivre ses tournées à la Pitié, moins courues que celles de médecins plus populaires. Quand ils étaient des centaines à suivre du Puy-Traîne à l'Hôtel-Dieu, 15 au plus accompagnaient Louis à la Pitié, et ce dernier commençait bien plus tard, quand la lumière était meilleure. Quand Holmes arriva au printemps de 1833, Jackson s'occupait aussi de lui. Jackson s'occupa aussi de lui. Le travail laissait rarement du répit et il y avait toujours d'autres choses à faire. Les jours sont tellement occupés qu'ils filent presque comme des ombres, écrivit Mason Warren, pour qui ses progrès en français avaient tout changé. Avec tous ces champs d'études qui s'ouvraient à lui, il se dépensa sans compter. Il suivit des cours sur la syphilis, observa des opérations à l'hôpital des Vénériens. Il se rendit plusieurs fois à l'hôpital des enfants malades pour entendre parler de coqueluche, de rougeole et de varicelle. Les maladies des enfants étaient un champ d'examen entièrement nouveau, écrivit un Warren enthousiaste. Il assista à des cours de chimie à la Sorbonne. Un mois durant, il prit part à des expérimentations fort intéressantes sur les intestins des chiens. Il se lança dans l'étude des maladies de peau à Saint-Louis et suivit avec un intérêt croissant le travail d'un médecin allemand, Jules Sichel, sur les maladies des yeux. Je suis allé à une soirée chez lui hier soir, on y parlait 4 langues, écrivit-il à son père. Et surtout, il s'inscrivit à un cycle de cours donnés par une sage-femme, Madame Marie-Louise Lachapelle, où les étudiants apprenaient à examiner de leurs doigts la matrice de femmes enceintes, au point de finir par comprendre mieux que jamais les douleurs de l'accouchement et la naissance d'un enfant. Ces étudiants tenaient Madame Lachapelle en haute estime. Bowditch devait avouer en avoir appris plus long dans ses cours privés qu'en 3 ans à la Harvard Medical School. Pour Randall Holmes, elle était la meilleure preuve qu'il ne fallait pas exclure les femmes de la formation médicale.